Bonjour à toutes, bonjour à tous les newpreneurs, c'est mercredi et comme tous les mercredis, un nouvel épisode paraît, recueillant le témoignage d'un ou d'une entrepreneur expérimentée, le tout accompagné de son hôte, Cyprien, moi-même. Je vous invite à vous installer confortablement, à monter le son et je vous souhaite surtout une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Rémi Pillot. Rémi, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous aussi également. Et ça va très bien, content d'être là. C'est une expérience nouvelle pour moi, mais c'est très sympa. Eh ben, moi ça me fait aussi super plaisir de tourner avec toi dans vos locaux chez Axonote qui sont ma foi fort grands. Est-ce que Rémi tu pourrais te présenter ? Ouais, tout à fait. Donc Rémi Pillot, j'ai 36 ans, je suis graphiste, graphiste de formation, et après donc un parcours dans des agences web, en start-up. J'ai rejoint du coup Axonote et aujourd'hui j'ai toujours ce rôle de graphiste UX, mais vu qu'on est une start-up, je touche un peu à tout forcément, puisqu'on est une petite équipe, mais qui faisons de grandes choses, donc c'est cool. D'accord. En 2014, tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Tu avais commencé en cofondant Wilty, un système de programme de fidélité innovant lié à l'activité physique. Ensuite, tu as cofondé également Carbon Fire Studio, un studio de graphistes donc, qui offrait Un studio de jeux vidéo en fait. de jeux Ouais, vidéo. tout à fait. D'accord. Ah d'accord, je savais pas, d'accord. Ben, merci de m'en corriger. Ah, pas de souci. Donc un studio de jeux vidéo, est-ce que c'était tes premières expériences entrepreneuriales ou est-ce que tu avais déjà entrepris quelque chose avant ? Alors c'était pour la petite histoire, avant d'avoir fait ces deux expériences, j'étais passé par des startups et donc j'avais déjà eu le on va dire la connaissance, enfin pas on va dire la connaissance de l'entrepreneuriat, ou en tout cas des prémices de ce qu'était l'entrepreneuriat, sachant qu'effectivement c'était pas forcément moi qui était leader, enfin qui lidait le sujet, mais du coup effectivement quand j'ai lancé ces projets-là, je les ai pas lancés seul. Effectivement, à chaque fois, j'ai été accompagné par des associés. Ça s'est fait à chaque fois par des rencontres, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard dans le podcast. Et du coup, effectivement, c'était les premières expériences en tant que vrai entrepreneur, leader du sujet. Encore une fois, j'étais pas seul. On était plusieurs cofondateurs, mais c'était effectivement, on va dire, les premières expériences, même si j'en avais déjà vécu des prémices plus tôt. Vous étiez sur les deux boîtes, vous étiez les mêmes personnes dedans ? Non, pas du tout. Sur Wilty, donc la startup sur la récompense sportive, on était trois associés. Et sur Carbon Fire Studio, on était deux associés. Et en fait, dans les deux cas, ça a été des rencontres hasardeuses, dans le sens où on se connaît pas, c'est pas du tout avant. On a participé à des événements, enfin, j'ai participé à des événements. Dans un cas, c'était un Startup Weekend, donc c'est un événement pour connaître un peu le monde des startups. Dans l'autre cas, c'était une game jam, donc pour faire un jeu vidéo en un week-end. Et dans les deux cas, j'ai rencontré des gens qui étaient très cool et on s'est dit, on peut tenter le coup de bosser ensemble. Donc ça s'est fait un peu par le hasard des rencontres en quelque sorte. D'accord. Et comme tu nous l'as dit au départ, t'es graphiste donc, t'as fait des études en rapport avec ça ? Tout à fait, ouais, tout à fait. J'ai fait une école sur Toulouse, puisque enfin, j'ai quasiment vécu toute ma vie à Toulouse. Et donc j'ai fait une école où j'ai fait surtout du graphisme, du design web, des choses comme ça, donc toucher un peu à tout. Alors, l'école maintenant c'est l'école Brassard, qui à l'époque avait un autre nom, mais voilà. Et donc c'était pareil, enfin, ça a permis d'avoir les bases sur tous ces domaines, mais évidemment après, c'est des domaines où il faut continuellement se former, continuellement tester des choses, donc c'est un domaine en perpétuelle évolution au final. D'accord. Et c'est une passion pour toi donc ce domaine ? Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, déjà, tout ce qui va être le graphisme, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dessiner. Enfin, je suis toujours intéressé à ça. Je suis un fan de BD, de choses comme ça. Donc, c'est des choses qui éveillent, on va dire, l'intérêt pour le graphisme. Et l'avantage du graphisme à l'heure actuelle, donc de l'infographie ou du web design, ce genre de choses, c'est que ça touche aussi un côté technique avec le développement front, des choses comme ça, que j'aime beaucoup aussi, de pouvoir trifouiller dans le code, ce genre de choses pour arriver à ce qu'on veut. Et c'est quelque chose que les deux éléments, c'est assez constitutif de mes passions, on va dire.
D'accord. Et pourquoi Wilty? Pourquoi est-ce que tu es allé cofonder cette boîte qui n'avait comment dire, aucun lien direct avec tes études? Ouais. Alors, donc, comme je te l'ai dit, c'est suite à une rencontre en fait. Ouais. C'est-à-dire que donc, j'avais participé à un Startup Weekend. Donc, Startup Weekend, pour faire très rapidement, c'est en 56 heures, il y a des gens qui arrivent avec des projets, d'autres qui arrivent avec juste envie de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Il y a des projets qui sont sélectionnés, on bosse dessus, et l'idée c'est en 56 heures de faire les prémices de la boîte. Donc d'arriver avec un business, enfin d'avoir au final un business plan, pouvoir le présenter à des potentiels invests. Alors évidemment que c'est plus un jury que des investisseurs, mais comme ça on a un retour sur ok, si ce qu'on a fait est pertinent, pas pertinent, et ça permet voilà, d'apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat. Et du coup, donc, moi j'allais à cet événement pour réseauter, on va dire, enfin, ouais, rencontrer des gens un peu dans mon domaine. Et il se trouve que on est parti sur un projet qui était de, pardon, sur un projet qui était effectivement de faire de la récompense pour les sportifs, donc récompenser les coureurs. Et le projet a bien plu, on a fini deux ou troisième de l'événement, alors on n'a pas gagné, mais en tout cas on a eu des retours très positifs, et alors, à l'époque on était 10 dans le projet, puisque c'est des groupes qui se forment pendant le week-end, et dans ce groupe-là, il y en a qui se sont dit, bon moi j'étais là juste pour l'expérience, j'arrête, et on a été pas mal à vouloir continuer. Il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui avaient un travail à côté, et donc qui n'ont pas pu s'y investir, mais au final on a été trois à continuer le projet, et à intégrer un incubateur, et donc voilà, à mener à terme à bien le projet. Et donc même si effectivement c'était pas quelque chose qui était lié à mes études, mes études m'ont servi quand même pour pouvoir apporter des éléments graphiques, des éléments de dev front sur ce projet. Et donc au final, voilà, c'est pas en lien, mais ce serait comme tu vois des études marketing, elles vont t'aider dans le projet, même si le sujet en lui-même n'est pas exactement le thème de tes études. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as continué donc à ce moment-là? Ça s'appelait pas déjà Wilty, j'imagine? Non, on a eu des, enfin, on a changé le nom, enfin, ça s'est fait relativement, enfin, c'est allé assez vite vers le nom Wilty. Donc, si j'ai continué, c'est parce que, donc, alors, à ce moment-là, je revenais du Luxembourg où j'étais allé bosser un an sur un projet de jeux vidéo mobile. Et donc en fait j'avais un peu de temps devant moi, donc c'est pour ça que j'avais participé à ce Startup Weekend. Et je me suis dit, le projet me plaît, je vois du potentiel, allons-y, essayons, enfin tentons l'aventure en quelque sorte. Voilà. Et puis au final ça m'a pris 4 ans de ma vie alors malheureusement le projet à terme on y a mis fin parce qu'on n'a pas réussi à avoir la croissance qu'on voulait, mais en tout cas ça m'a permis de faire plein de belles rencontres, de passer par des incubateurs, etc. Et même de rencontrer les personnes pour qui je travaille à l'heure actuelle chez Axonote. Donc ça a été une formidable aventure qui s'est effectivement fait sur des rencontres initiales où le courant passait bien, et on s'est dit qu'il y avait du potentiel, donc pourquoi ne pas le continuer. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand tu te lances dans l'aventure, t'avais déjà un job de salarié en cours? Non, alors à ce moment-là justement j'étais au chômage, Ouais. donc j'étais en recherche d'emploi. Enfin, j'étais au début de D'accord. ma recherche d'emploi. Vraiment, Ok. je venais de revenir du Luxembourg. Le week-end après, ou 2 week-ends après mon retour, je participe à ce Startup Weekend, et puis je vois du potentiel, et donc je me lance dans le sujet. D'accord. Et donc pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat concrètement? C'était une recherche, je sais pas, d'argent, d'explorer quelque chose de nouveau, des relations? C'était plutôt l'exploration. C'est-à-dire que on se rend. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé assez vite qu'il y avait quelque chose de passionnant à essayer de comprendre comment faire les choses, comment faire un produit qui réponde aux besoins des utilisateurs, enfin créer ce besoin également. Et donc tout ça, c'est une espèce de gros mystère qui a à résoudre en quelque sorte, et enfin, qui a pas une réponse absolue et définitive. Il y a plein de manières de faire les choses. Mais donc c'était plutôt ce côté, voilà, découverte, et alors j'avoue que en vrai je savais pas où je mettais les pieds, hein. Je pensais pas, je
j'aurais pas du tout dit, enfin, comment dire, Où ça allait te mener, voilà, c'était exactement. l'entrepreneuriat, tout ça. C'est ça. Ok. En fait, j'avais pas conscience de ce qu'était l'entrepreneuriat. Du coup, j'y suis allé de manière certainement un peu naïve, mais bah, au final, c'était une super expérience. D'accord. Et question plus personnelle, est-ce que ta famille est constituée d'entrepreneurs? Alors, pas, j'aurais tendance à dire pas à proprement parler, même si, mais alors aujourd'hui, ma sœur est entrepreneuse. Elle a monté sa boîte de consulting pour accompagner les personnes handicapées. J'ai un cousin effectivement au Luxembourg. J'avais rejoint la boîte de mon cousin qui avait une boîte et qui développait ce projet de jeux vidéo mobiles. Et mon père, par exemple, n'est pas, enfin, a occupé des postes dans une SS2I où il y a toujours eu cette notion de business un peu qui enfin, comment dire, enfin, ça n'a jamais été tabou, en tout cas chez nous, mais c'est vrai que le côté vraiment lancer sa boîte, je suis le premier de ma famille très très proche, on va dire, enfin, de mes parents, de ma sœur, etc. J'ai été le premier à le faire, mais ça n'a jamais été un sujet tabou. Voilà, j'ai toujours été, quand je l'ai lancé, on m'a toujours encouragé pour le faire. D'accord. Et donc après Wilty, tu lances en cofondation donc Carbon Ouais, Fire Studio, studio de jeux vidéo donc c'est tu me ça. l'as dit. Est-ce que tu avais des objectifs en te lançant dans ce projet? Alors, pas spécialement, c'est-à-dire que, bon, pour le coup, les deux ont été assez en même temps, en fait. Encore une fois, enfin, ça a été deux fois des rencontres. Euh, donc, j'ai participé quand j'étais encore au Luxembourg, hein, donc, à une Game Jam, donc, qui était donc, pareil, un événement où pendant une journée ou deux, on fait un petit jeu, enfin, avec un thème, etc. Et donc, pareil, c'est pour apprendre au final à développer, à bosser en équipe, ce genre de choses. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, pareil, était très sympa et qui, lui aussi, avait envie de se lancer plus en avant sur le sujet. Et donc, bah, on s'est dit, une fois ce week-end fini, on s'est dit, bah, on peut tenter de lancer un jeu. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on y a bossé un peu les week-ends. Bon, c'était une activité annexe, hein, au final. Mais au final, on a réussi à sortir un jeu sur la Wii U, donc, qui malheureusement une console de Nintendo qui a fait un peu un flop, mais ça a été une super expérience. Alors, pour être transparent, c'était un clone de Flappy Bird, mais donc avec on l'avait un peu amélioré, etc. Et il y a eu pas mal d'utilisateurs. Alors, ça n'a pas été un succès immense, mais ça a été un jeu qui a été apprécié par pas mal de joueurs. Et donc, pareil, c'était une bonne expérience. Après, j'ai manqué de temps pour continuer l'aventure, donc j'ai laissé mon associé continuer seul. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas eu de clash, etc. C'est bon, bah, un moment, nos parcours se sont séparés, mais je veux dire de manière très naturelle, très fluide. Lui a continué dans le jeu vidéo, moi je me suis concentré sur ma startup, mais ça est pareil, ça a été une super expérience. Donc au bout de 4 ans, tu as quitté et Wilty et Carbon Fire Studio, donc dans de bonnes conditions à chaque fois? Alors, Carbon Fire Studio, ça a duré plutôt, on va dire, un an. C'est-à-dire Ah non, que d'accord. ça a duré un an pendant lequel on a lancé ce projet, et puis après j'avais plus le temps malheureusement Ok. de m'y consacrer. Et Wilty, bah, en fait, bah, tout simplement, le projet s'est arrêté parce que, alors, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le détail, mais pour la faire très simple, c'était donc le projet, c'était en gros une carte de fidélité pour les clubs de fitness, une carte de fidélité version 2.0 pour les aider à fidéliser leurs clients. On a eu des premiers clients, on a eu un peu de croissance. Mais il y a eu l'objectif de ce projet-là, c'était effectivement d'arriver à terme à équiper par exemple, tous les clubs de fitness avec un système de fidélité qui permettait de gagner des cadeaux en fonction de l'assiduité des membres du club. Et il se trouve que, alors, il y a évidemment quand on arrive au terme d'un projet, il y a plein de raisons, c'est multifactoriel, hein, c'est jamais un projet un point qui fait que le projet se plante, mais notamment on a eu un problème je pense de timing, c'est-à-dire que quand on est arrivé avec enfin, on a passé donc 3-4 ans sur le projet, on a participé à des salons du fitness, puisque pour le vendre simplement au club de sport. Et donc première année, on n'avait pas encore le produit, mais on parvient à le vendre en gros sur un PowerPoint.
Deuxième année, le produit était sorti, commençait à être un peu sympa. Pareil, on parvient à très bien le vendre. Et troisième année, on arrive avec un produit qui est encore plus abouti, avec une appli, etc. Et malheureusement, c'est à ce moment-là, il y a Basic Fit qui arrive sur le marché. Et donc bah, tous les clubs de fitness, les petits clubs de fitness qui étaient notre cible, ont peur, coupent tout leur budget, etc. Et donc, bah, à ce moment-là, on ne fait plus aucune vente, alors que le produit est le plus abouti que celui qu'on n'a jamais eu. Et donc là, à ce moment-là, bon, on s'est posé la question et ben, malheureusement, on n'a pas réussi à tenir la boîte enfin, plus longtemps que ça. Enfin, alors on l'a poussé encore un peu, mais on a tenté des pivots, ce genre de choses, mais malheureusement, on a dû fermer la boîte. Alors, encore une fois, c'est multifactoriel, hein, Ouais. voilà, mais, Ok. Et donc, tu étais plutôt un profil créatif, j'imagine, par rapport à tes associés. ouais. Est-ce que du coup, tes associés, c'était plus de l'opérationnel, des profils Alors, mes deux associés, il y en avait un qui était plus tech et un plus commercial. Donc, Ok. ce qui, pour le coup, est vraiment pas mal d'avoir ces multiples casquettes. Alors, dans la boîte dans laquelle je suis à l'heure actuelle, c'est deux profils tech qui ont fondé la boîte. C'est quelque chose qui marche très bien aussi. Enfin, en tout cas avec les deux, les deux personnes-là. Mais nous, dans notre cas, effectivement, c'était très bien d'avoir ces multiples casquettes où effectivement, ça évite de s'enfermer dans un truc et on peut se challenger avec les besoins de chacun en fait sur chaque sujet. C'est-à-dire que la partie commerciale, elle va avoir des besoins pour vendre, mais en même temps, si elle vend n'importe quoi qui n'est pas réalisable, c'est pas viable non plus, et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est vraiment une, une synergie entre les différents profils qui fait que ça marche ou pas. Donc, vous avez fondé Wilty suite à comment dire, une assemblée pour Le Startup Weekend dont je parle. le startup, Ouais, oui. ouais. Et donc, si jamais tu avais été seul à continuer dans ce projet, est-ce que tu aurais quand même lancé la boîte? Est-ce que tu aurais continué? Alors, je pense que ça se serait beaucoup plus vite arrêté. C'est-à-dire que j'aurais peut-être tenté de le monter, mais pour le coup, en étant tout seul, je pense que ça aurait été compliqué. C'est-à-dire que là, pour le coup, je m'y suis, enfin, vu qu'on était à plusieurs, à plein temps sur le sujet, bah, je me suis mis à plein temps sur le sujet aussi. J'avoue que si j'avais été seul, j'aurais peut-être pas osé le continuer de manière aussi engagée, entre guillemets. Simplement parce que bah, quand tu es plusieurs, mine de rien, tu te challenges, tu te boostes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Enfin, en fait, quand tu es livré à toi-même, c'est quand même chaud. Alors c'est faisable, hein, il y a plein de gens qui y arrivent. Mais effectivement, il faut creuser tous les sujets, se challenger soi-même, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, à l'époque, j'aurais peut-être pas. Enfin, je pense que j'aurais pas été capable de le faire. Encore une fois, si ça se trouve, Avec si, les hein, mais, compétences de. mais Ouais, ok. D'accord. Et donc, tu es plutôt un profil créatif. Est-ce que tu penses que cette créativité, elle peut t'aider en tant qu'entrepreneur? Je pense que oui. Alors en fait, je me fais souvent la réflexion qu'il y a assez peu enfin, à ma connaissance, assez peu de créatifs qui montent leur projet de start-up. Alors, mais enfin, quand je dis start-up, c'est vraiment parce que on était dans l'écosystème start-up, hein, on était dans des incubateurs, dans des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'était surtout des profils tech ou des profils commerciaux qui lançaient ouais, les projets. Mais en fait, je me suis aussi fait la réflexion que quand on est créatif, quand on est graphiste, ben, quand on devient freelance, quand on monte une agence, au final, c'est aussi des projets entrepreneuriaux. Et quand on est amené à bosser sur des projets, sur un projet de site web ou ce genre de choses, on a un peu cette démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire de comprendre les problématiques du client, arriver à les transmettre, à transmettre les idées. Et donc, cette réflexion-là, enfin, on va dire le métier du graphiste rejoint pour moi totalement le métier de l'entrepreneur en fait. Alors évidemment en tant qu'entrepreneur tu es amené à faire beaucoup plus de choses, tu es amené à faire, je sais pas, aller à faire des salons, aller amener à vendre les choses, ce genre de choses. Mais je veux dire dans l'absolu on retrouve quand même un peu des choses communes entre les deux métiers. D'accord. Et on a quand même souvent comment dire, des clichés, des stéréotypes sur les profils plus créatifs qui auraient peut-être une moins bonne gestion du temps, qui se dissipent plus vite. Est-ce que c'est ton cas? Alors oui, 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 Ah, tout à fait. Enfin, alors je sais pas si c'est le cas de tous les graphistes, mais c'est vrai que j'ai tendance à essayer d'adresser un peu tous les projets, enfin tous les
tous les axes des projets en même temps. Et ça fait partie justement des choses que j'ai appris dans mon parcours entrepreneurial. C'est aussi d'arriver à prioriser et à dire, ok, bon ben là dans l'absolu c'est un truc que j'aimerais pousser, je pourrais y passer des semaines pour améliorer le logo, le site, le machin, le truc. Mais en fait ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Il y a toujours un intérêt à avoir le truc parfait, Et les mais priorités. voilà, si tu passes 6 mois à développer un truc pour que ce soit parfait, mais que au final les gens ils adhèrent pas, bah, t'as perdu 6 mois. Alors que tu sors un truc rapidement qui est déjà suffisamment léché, suffisamment cool, etc., bah, tu peux assez vite avoir du retour si ça plaît, si ça répond à un besoin ou une problématique. Et améliorer par rapport au retour que tu as reçu Exactement. tout de suite. Exactement. D'accord. Et donc, est-ce que ta gestion du temps s'est améliorée par rapport à tes départs? Alors, un petit peu, puisque je te dis, je pense que j'arrive mieux à prioriser, mais je pense que j'ai encore une bonne marge de progrès à faire dans le domaine. Est-ce que c'était dur aussi comment dire, de tenir les deux boîtes, Carbon Fire Studio et Wilty, en même temps? Alors, dur, non, parce que, encore une fois, comme je te disais, le Carbon Fire Studio, je l'ai fait pendant un an, mais c'était vraiment un side project, enfin, donc ouais, un projet annexe pour moi et pour l'autre cofondateur qui aussi avait à ce moment-là été salarié. Et donc, on bossait de temps, enfin, on bossait un petit peu dessus, mais c'était pas un projet extrêmement chronophage, en fait. De toute manière, on s'était mis d'accord dès le début, ça c'était important, on était tous les deux alignés sur le fait que on faisait le truc, on va dire, de manière vraiment annexe, et puis c'était pour tous les deux pour prendre de l'expérience au final. Donc vraiment, comment dire, mon projet principal, c'était vraiment Ulti, où j'y passais mes semaines, et puis bon, évidemment aussi un peu les week-ends et ce genre de choses. Mais donc voilà. Donc, au final, c'était pas deux projets à temps plein en parallèle. C'était vraiment, il y avait un projet principal et un petit projet annexe, plutôt plus sympa. Et est-ce qu'il y aurait de l'expérience que tu as tirée de ces deux boîtes, un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui se lance? Euh, alors du coup, j'aurais tendance à dire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement aller vite à l'essentiel. Alors c'est jamais évident, mais il vaut mieux se lancer, tenter, enfin comme je te disais, la première fois où on a vendu Witty, on a vendu le projet à un club de fitness, on n'avait encore rien développé. C'est-à-dire c'est mon collègue, enfin mon cofondateur qui était commercial, qui pour aller voir, enfin il allait voir un club de fitness pour lui dire, enfin, à l'époque on voulait encore récompenser les coureurs enfin, quand ils couraient avec une appli, et on cherchait du coup des partenaires pour les récompenser. Et il est allé voir un club de fitness. Le club de fitness lui a dit, ton truc c'est cool, mais j'en aurais besoin pour moi. Et donc on a pivoté. Et donc on a assez vite construit une offre avec le club de fitness. Et on lui a vendu alors que le projet n'était pas du tout opérationnel. Alors après évidemment on a réussi à développer le projet relativement rapidement. Mais en fait on a pu vendre le projet sans qu'il soit opérationnel. Mais ça impliquait effectivement d'aller voir le client, d'aller comprendre le client, comprendre les besoins, et vraiment échanger avec lui. Et alors, construire une offre sur mesure, oui, non, c'est-à-dire qu'on a construit l'offre par rapport aux besoins qui nous avaient été émis. Il faut pas toujours, il faut pas écouter tout le temps ce que disent tous les clients quand ils disent ce serait cool s'il y avait un bouton en plus ici qui me permet de faire ça. Il faut pas tomber là-dedans. Mais par contre, effectivement, apprendre de ce que l'utilisateur nous dit. Enfin, au final, il a sa vérité et donc il faut arriver à s'en emparer. Parce que c'est avant tout pour l'utilisateur. Donc pour synthétiser, ce serait agir vite et savoir écouter les retours, savoir trier les retours aussi. Exactement, ça, trier les retours, c'est-à-dire tu vas avoir des centaines de retours qui ont tous leur légitimité, mais si tu les écoutes tous, tu te perds dans tout. Donc c'est arriver à sélectionner effectivement les retours que tu peux avoir. D'accord. Maintenant, on va plus se concentrer sur Axonote. Ouais. Donc tu as rejoint Axonote, c'était à quel stade de développement? Alors pour la petite histoire, effectivement, j'avais rencontré les fondateurs on avait fait le même incubateur quand j'étais dans Wilty, et quand Wilty arrivait à son terme, ils avaient besoin d'un profil comme le mien, donc je les ai rejoints parce qu'on on fitait bien ensemble tout simplement. Et donc eux à la base avaient lancé un projet qui était une plateforme de comparatif de prix de médicaments, qui pareil avait atteint un palier, et donc ils cherchaient un projet pour se
pour pivoter tout simplement. Et ils avaient développé pour eux-mêmes un petit logiciel de gestion pour faire des factures, des devis, ce genre de choses. Et ça commençait à prendre un peu d'ampleur. Et donc, à un moment, ils se sont dit, bon, on arrête le premier projet, on se lance là-dedans, sur le projet du logiciel de gestion, et on vient faire notre projet principal. Et donc ça, c'était, on va dire, 1 an avant que je les rejoigne, en gros. Et donc je les ai rejoints, donc effectivement, quand à l'époque, il devait avoir 200 clients, maintenant on en a plusieurs dizaines de milliers, quoi. Voilà. Donc ça fait 6 ans que je suis là, et donc je les ai rejoints quand même au début du projet, même si j'étais pas le premier employé, mais j'étais assez tôt dans le projet. Donc c'était deux profils tech, tu nous as dit tout à l'heure, les cofondateurs, plutôt créatifs. Depuis, j'imagine que vous avez aussi des profils plus commerciaux, marketing. C'est ça. En fait, l'équipe c'est bien étoffé. Aujourd'hui, on est un peu plus on est une vingtaine, un peu plus. Et effectivement, il y a des profils. Alors, le premier profil qu'ils ont recruté, c'était effectivement un profil marketing, notamment pour faire de la publicité sur Facebook, des choses comme ça, pour faire parler du projet. Et puis après, l'équipe s'est encore agrandie avec effectivement on n'a pas forcément des commerciaux pur jus chez Axonaut, mais on a ce qu'on appelle l'équipe partenariat globalement qui effectivement va être en lien avec les clients, avec les partenaires, ce genre de choses. Et donc effectivement, au final, c'est assez polyvalent en termes de compétences dans l'équipe. Ouais, tout à fait. Donc en 2018, tu as rejoint Axonaut. Ouais. C'était une start-up. Donc une start-up, il y a quand même une certaine notion de risque associé. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller devenir graphiste chez eux plutôt que chez une entreprise plus établie, moins de risques, etc. Alors, encore une fois, ça s'est fait par la rencontre. Donc, comme je te dis, effectivement, j'avais rencontré les deux cofondateurs dans le cadre de mon parcours de chez Wilty. Et c'est vrai que ça fitait bien, on va dire, en termes d'alignement, de vision de l'entrepreneuriat et de vision de l'entreprise. Et donc, ça s'est fait relativement naturellement à ce niveau-là. Donc, j'avoue que je me suis pas posé cette question de manière aussi formelle que tu la poses là. C'est-à-dire que ça s'est fait un peu comme une évidence. Et ça s'est confirmé par la suite. J'avais le sentiment que j'allais pouvoir conserver ce que j'aimais bien dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire cette possibilité de chercher, de tester, d'itérer, d'améliorer les choses, tout en étant effectivement dans le relatif confort du salarié, parce qu'effectivement, comme tu dis, en start-up, il y a moins de certitude, mais bon, je me disais, dans tous les cas, si jamais ça se plante, je rebondirai d'une autre manière, mais j'espérais que ça se plante pas, évidemment. Voilà. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur doit savoir prendre des risques ? Alors, forcément, alors, encore une fois, tu as risque et risque, mais non, pour moi, en tant qu'entrepreneur, dans tous les cas, tu te jettes dans l'inconnu. Donc, tu vas de par le fait, comme tu sais pas où tu vas, tu peux mettre en place des stratégies, tu peux mettre en place des objectifs, ce genre de choses, mais tu vas toujours devoir les réajuster en fonction des événements qui arrivent, de la réalité du terrain. Et donc, de par le fait, tu te jettes un peu dans l'inconnu. Donc tu prends le risque de te planter et c'est pas grave parce qu'encore une fois, évidemment le mieux c'est de pas se planter, mais on a plein d'opportunités, notamment en France pour rebondir si jamais ça se passe mal et tu peux toujours valoriser l'expérience que tu as eue. Donc même ça, au final c'est des risques limités. Tu vois ce que je veux dire ? Si au pire tu plantes ta boîte, c'est un drame à échelle personnelle, mais c'est pas il n'y aura pas mort d'homme, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des risques qui au final sont assez limités. Durée, tout ça, comment ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc Axonaut, on peut qualifier ça de start-up ? Alors le terme, moi je dis start-up, mais ça peut être scale-up, tu vois, il y a tout on est à des étapes, on est à une étape où on n'est plus vraiment une start-up dans le sens initial où on bidouille tout à la main. On a toujours ce côté start-up pour moi, c'est-à-dire qu'on va toujours tester de nouvelles choses, essayer, améliorer ce genre de choses, mais on est effectivement peut-être dans une étape un peu plus avancée. Il y a eu des phases de levée de fonds, etc. Donc potentiellement, le terme scale-up est un peu à la mode en ce moment pour les boîtes qui ont un peu plus d'expérience que des startups.
D'accord, donc vous avez l'esprit d'une start-up, mais Ouais. le fond, c'est une scale-up, d'accord. Et donc comment ça marche, comment vous fonctionnez dans une start-up, comment vous organisez votre travail, comment ça fonctionne? Alors pour le coup, Axonote, je pense que c'est très particulier, donc je vais évidemment parler que de chez Oui, nous, et je pense qu'il y a autant de vérité que de boîtes. Mais c'est vrai que nous, on a une organisation où il y a pas forcément de management intermédiaire, c'est-à-dire que, alors on a évidemment les deux cofondateurs, mais qui sont encore enfin, beaucoup dans l'opérationnel, d'ailleurs, enfin, je pense que ça contribue à aligner tout le monde un peu dans la même direction, parce que ça c'est un des enjeux qu'on a de tous être bien alignés, de tous avancer dans la même direction. Euh, et après, effectivement, chacun, alors on a tous des zones d'expertise, on va dire, plus ou moins définies, mais on peut, dans ces zones-là, venir s'exprimer un peu comme on le souhaite. C'est-à-dire, s'il y a des sujets dont on a envie de s'emparer, on teste, voilà. Donc il n'y a pas une organisation enfin, extrêmement carrée, c'est plutôt, on voit tous où on veut aller, enfin globalement on a une vision d'ensemble de là où on veut aller. On a identifié tous ensemble quels étaient les éléments pour y arriver, et puis s'il y a d'autres idées qui émergent, on essaye de voir comment on peut les intégrer et comment on peut les faire. Mais pour le coup, je pense que c'est assez particulier enfin, c'est propre à Axonote, c'est-à-dire que dans la plupart des boîtes, ça ne marcherait pas, parce on a beaucoup d'autonomie, mais du coup, on a aussi fait des process de recrutement enfin, on a fait des recrutements où on essayait d'avoir des gens qui étaient dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans cet esprit entrepreneur, dans cet esprit envie d'apprendre, envie de tester, voilà. Donc, globalement, il y a plein de gens qui n'arriveraient pas à bosser chez Axonote parce que, en gros, on ne nous dit pas quoi faire. C'est plutôt, C'est un management flat, pas comme la plupart des entreprises où c'est c'est ça, c'est pyramidal. ça. Ok. Mais du coup, par contre, tu vois, on a accès à toutes les données, on sait le nombre de clients, on sait le coût d'acquisition, on sait tout ça, et donc après tout ça, on peut venir l'intégrer dans nos missions respectives et se dire, ok, ben, peut-être que si on testait cette campagne marketing, ça pourrait marcher, peut-être que si j'organisais tel événement, ça permettrait d'arriver à ça, et ce genre de choses. Donc en fait, on est vraiment acteur Ouais, de la boîte. ok, d'accord. Voilà, on est responsabilisé au final. Donc tout le monde a une certaine liberté. Est-ce que c'est quelque chose pour toi, c'était obligatoire d'avoir cette liberté? Alors, obligatoire, je sais pas, dans le sens où je pense que je me serais adapté dans d'autres contextes, mais par contre, c'est un confort, enfin, encore une fois, ce que je te disais quand je disais que j'étais aligné avec la vision des fondateurs d'Axonote, bah, ça fait partie des choses où je me retrouve et je m'exprime, j'ai l'impression le mieux, parce qu'il y a cette liberté, parce qu'il y a cette possibilité de tester des choses, bah, encore une fois, enfin, que nos actions aient une vraie signification dans l'entreprise. D'accord. Et peut-être que je m'en mêle entre graphiste et designer, mais est-ce que c'est toi qui as designé le logo de Axonote? Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors pour la petite histoire, je l'avais même designé avant d'être embauché chez Axonote, puisque encore une fois, on s'était rencontrés avant. Donc j'avais filé un petit coup de main à mes voisins d'incubateur pour leur faire un petit logo rapidos. Donc c'est le logo qu'on a gardé. Alors on a fait une petite refonte sur le sujet, mais effectivement, c'est moi qui l'ai designé, tout à fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, ton rôle chez Axonote, comme tu l'as dit, tu touches un peu à tout dans ton domaine. Donc tu touches un peu à tout, c'est quelque chose d'assez... comment dire, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir quand même en général actuellement dans toutes les entreprises. Disons, ça dépend de la taille des entreprises. C'est-à-dire que si tu as une entreprise qui va avoir, je sais pas, 100, 200 salariés, effectivement, chacun va devoir se spécialiser dans un domaine. L'avantage, hein, moi ce que je trouve comme avantage dans une start-up, c'est que justement, bah, comme tu es peu nombreux, tu es obligé de toucher à tout. Enfin, à D'accord. tout. Évidemment, je te dis, on est un peu plus d'une vingtaine, donc on a quand même tous des domaines sur lesquels on va être expert sur les sujets. Mais on a des fortes interactions entre tout le monde et on s'enrichit comme ça de tous les savoirs. Et donc du coup, au final, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça te fait aussi sortir de ta zone de confort. Tu restes pas cadré dans ah ben il faut que je fasse ça de manière entre guillemets bête et méchante. Mais c'est plutôt on m'a demandé ça, ok, mais alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire d'une autre manière pour que ça réponde mieux aux besoins qui a été énoncé, etc. D'accord. Et
Tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait peut-être des choses qui t'ont manqué en 2014 quand tu as lancé les deux boîtes. Est-ce que tu penses que maintenant, avec l'expérience que tu as peut-être acquise avec Axonote et ton recul, tu arriverais peut-être mieux? Alors, j'espère que oui. J'espère que oui. Effectivement, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'arriver à prioriser, d'aller au plus vite, de Ouais. tester au plus vite, je pense que enfin, ça me permettrait de gagner du temps sur les différents projets sur lesquels j'ai pu bosser. Pour autant, ce serait pas, je pense, pas un gage de succès absolu. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, je suis intimement convaincu que dans l'entrepreneuriat, il y a une petite part de chance. C'est-à-dire, il faut être au bon moment, au bon endroit. Mais et le but d'un entrepreneur, pour moi, c'est d'arriver à diminuer cette part de chance, effectivement, en faisant les bons choix et en se dirigeant un peu dans les bonnes directions. Donc, je pense que j'irai plus vite à l'essentiel. Mais après, il faudrait effectivement, malgré tout, que je prenne les bonnes décisions et que je sois bien aligné avec le marché, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait pas la solution miracle, en tout cas, malgré tout. Donc oui, les chances de succès, elles sont jamais, c'est jamais 100%, mais maintenant elles ont un peu quand même, elles ont augmenté par rapport à l'époque. Je pense, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ça. Parce que c'est différent. il y a des choses sur lesquelles je perdrai moins de temps, il y a des Ouais. choses où, voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu penses justement qu'il y a des compétences qui sont clés dans l'entrepreneuriat? Alors, à mon avis, j'aurais tendance à dire la curiosité, mais enfin, la curiosité et la remise en question, c'est-à-dire que on va avoir on va avoir plein de conseils, plein de bonnes pratiques, plein de choses comme ça, et c'est très cool. Enfin, je veux dire, on a accès à des ressources, à tout un tas de trucs, enfin, comme ce podcast, comme tout un tas de ressources qui sont à disposition. Mais au final, c'est en les testant sur le terrain et en les remettant en cause, entre guillemets, en les éprouvant en quelque sorte, que on voit si ça marche ou si ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut creuser un peu dans toutes les directions et ensuite voir, enfin, de ne pas hésiter à se remettre en cause en disant bon bah j'ai testé ça, ça marche pas, alors pourquoi? Et ok bah c'est pas grave, je passe à autre chose, je m'améliore par rapport à ce que j'ai testé et qui a loupé. Il faut savoir apprendre de ses erreurs, c'est C'est ça, ça. fondamental, d'accord. C'est ça. Ah, en tout cas, c'est ce que je pense. Pour revenir sur Axonode un peu, le business model de Axonode, est-ce que c'est un SaaS? Tout à fait, tout Un à fait. Ouais. SaaS. Donc Ouais. SaaS, Software as As a a service, Service, ouais. donc c'est un logiciel et vous le mettez en... Comment Il y ça a- marche? Vous le louez? C'est un... En fait, c'est un service qui est accessible sur Internet, donc Ouais. c'est un site web, une application, et il y a un abonnement, donc chaque mois, juste pour recontextualiser, effectivement, on est un logiciel de gestion pour les TPE PME, donc quelque chose qui permet de faire les devis, les factures, de payer enfin, tout ce qui va être la gestion des dépenses, de faire la pré-comptabilité, on a une brique CRM, bref, on est vraiment un outil qui va aider les petites entreprises à se structurer. Et donc effectivement, les entrepreneurs, enfin, donc les chefs d'entreprise, ont accès au service moyennant un abonnement mensuel où ils peuvent prendre également l'abonnement d'un an, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, de leur mettre à disposition un outil auquel ils peuvent accéder partout et qui va les accompagner pour structurer leur entreprise et gagner du temps au final dans la gestion. Et donc tout à l'heure, tu nous en as parlé, vous avez fait une levée de fonds, plusieurs levées de fonds. Il y a eu 2 levées de fonds. Deux levées de fonds, elles se sont bien passées globalement? Alors, oui. Oui. Non, mais t'as fait. Alors, pour le coup, pareil, pour la petite histoire, ça a été aussi une question de rencontre. Alors, bon, évidemment, c'est pas moi qui ai géré, c'est les deux cofondateurs, mais globalement, donc la première levée de fonds s'est faite avec un fonds d'investissement alors qui maintenant s'appelle Moonrider et qui étaient en train de se lancer. Ils démarchaient un peu des boîtes pour voir lesquelles étaient pertinentes. À ce moment-là, l'entreprise Axonote était dans un incubateur. Ils ont échangé. Alors le premier échange s'est un peu mal passé parce que les cofondateurs d'Axonote avaient été échaudés par des précédents échanges avec d'autres fonds d'investissement. Et puis bon, au final, il y a eu une espèce de match qui s'est fait entre les cofondateurs et le fonds d'investissement. Et donc ça s'est prolongé dans le temps, et ce qui fait que la deuxième levée de fonds s'est également fait avec le même fonds d'investissement. Mais donc en fait, ça s'est fait par une rencontre où
il y a deux caractères qui se sont au début un peu frités entre guillemets parce que les deux voulaient faire bien les choses mais à leur manière et au final les manières étaient assez alignées. Et donc ça a été encore une fois voilà, une question de rencontre. Euh, mais voilà, ça a été un peu le hasard que cette rencontre se fasse et qu'au final ça débouche sur cette belle histoire. Et au final, ça amène Axonote à une valorisation de combien? Ça doit être en dizaines de millions maintenant, non? Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors là, je t'avoue que j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'était de l'ordre, oui, alors, enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais potentiellement de l'ordre de 50 millions ou quelque chose comme ça. Mais je t'avoue que là, je veux pas dire de, Ouais, de bêtises. 50 millions à 22 déjà, c'est quand même Ah, un... c'est tout à fait. Ah non, non, c'est tout à fait, tout à Ah fait, oui, non, c'est quand même impressionnant. tout à fait. Enfin, je te dis peut-être une bêtise, Ouais, donc mais ça doit être dans voilà. ces eaux-là, Mais donc. c'est ouais, potentiellement. Après, bon, les valorisations, c'est Oui, pareil, ça évolue. ça évolue en fonction de l'offre et de la demande et de la situation générale. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on se lance une start-up puis qu'on devient une scale-up, est-ce que tu penses que c'est une erreur de ne pas faire de levée de fonds? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est, comment dire, qui est sacralisé. Une fois qu'on a fait une levée de fonds, on a réussi ce qu'on a entrepris. Alors, alors, oui, je vois ce que tu veux dire. J'aurais tendance à dire, enfin, la levée de fonds, ça va dépendre, enfin, pour que ce soit une réussite, ça va dépendre des conditions dans lesquelles tu l'as fait. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que ça ne doit pas forcément être un objectif absolu. C'est-à-dire que si tu arrives à faire une boîte qui tient, enfin, qui tient sur fonds propres, bah, ça peut être une superbe aventure. Nous, dans l'absolu, chez Axonote, on pourrait tenir sur fonds propres, mais on a plutôt choisi l'option levée de fonds pour pouvoir accélérer et faire plus de communication pour accélérer la croissance, tout simplement. Euh, mais là où on a eu de la chance, je pense, c'est que ça s'est très bien construit avec le fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est instaurée. Il n'y a pas eu un contrôle alors, malsain entre guillemets du fonds d'investissement qui a dit bon ben on a mis tant, on veut tant de retour sur investissement donc on va mettre des gens à nous à différents postes clés de chaque sonote pour contrôler le tout et au final brider la vision des créateurs. Donc, au contraire, ils ont laissé le Axonote comment dire, avancer dans sa direction et ils n'ont pas bridé, voilà, ils ont pas bridé les créateurs. Et donc, à ce niveau-là, je dirais que la levée de fonds, c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, une levée de fonds où il y a le fonds qui arrive, qui prend le. Enfin, j'ai Ouais. des. Qui dans- attaque l'entreprise presque, quoi. c'est ça. Alors, ils le Essayer d'en font. prendre contrôle plutôt. C'est ça. Alors, c'est pas forcément Ouais. les méchants investisseurs qui font ça. Eux aussi, Le leur, réseau, enfin, voilà, ils ont leurs besoins, enfin, mais au final, en voulant bien faire les choses, de temps en temps, on peut faire perdre l'esprit de l'entreprise. Et j'ai enfin, des échos d'autres boîtes qui sont passées par là où ça a perdu l'esprit initial et donc, alors la boîte continue à marcher, mais il n'y a plus la même énergie qu'il peut y avoir au début. Alors que nous, je pense qu'on a réussi à garder ça intact. Et qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous êtes valorisé à plusieurs dizaines de millions, tu nous l'as dit. Qu'est-ce que vous avez comme objectif maintenant pour vous développer encore? Alors, bah, en fait, on a plein de challenges à venir. Et en fait, bon, il se trouve que tout à l'heure, je te parlais de moments, enfin, d'alignement avec le marché, etc. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, bah, donc on a un logiciel où on fait notamment tout ce qui va être la facturation. Et il y a des lois qui arrivent sur la facturation électronique. Donc, en fait, bah, pour éviter tout ce qui est fraude, etc., il y a tout qui va devoir passer sur des systèmes digitaux. Et donc, on s'inscrit dans cette, dans cet environnement où, bah, pour le coup, on arrive entre guillemets au bon moment. Et donc, à terme, les différents, enfin, les chefs d'entreprise, enfin, les entreprises vont devoir passer sur des systèmes comme le nôtre. Et donc, notre objectif, c'est que on arrive justement à être suffisamment connu, à être suffisamment répandu pour que, bah, en gros, quand je monte ma boîte, bah, je prends Axonote parce que c'est le geste facile, entre guillemets, de prendre cette outil de gestion qui m'aide à structurer la boîte. Donc actuellement, vous êtes quand même, vous devez avoir quoi, 30 000 clients en France. Est-ce que vous êtes déjà développé à l'international? On a essayé. Alors on a eu des gens. Alors on a encore enfin, au niveau francophone des gens en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. On a évidemment des clients là. On a tenté d'aller aux États-Unis, on a tenté d'aller au Canada. Ça a été
ça a été mitigé, on va dire, mais c'est-à-dire on a tenté de reproduire un peu exactement ce qu'on avait fait en France, et on s'est rendu compte que les marchés étaient quand même assez différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas le même taux de. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui sont déjà équipés avec des logiciels, alors qu'en France, il y avait encore beaucoup de gens qui, en gros, qui utilisaient Excel pour faire leurs factures, pour schématiser. Et donc, au final, c'était deux, enfin, comment dire, deux. C'est deux marchés différents, C'est ça. c'était pas les mêmes besoins, etc. C'est ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se concentre plutôt sur le marché français, parce qu'encore une fois, on a de belles perspectives sur le marché français, mais on ne s'interdit pas, effectivement, de recreuser ce sujet-là dans le futur. D'accord. Et j'ai également vu ça quand j'étais posé, j'étais sur M6 en train de regarder qui veut être mon associé. Ah ouais? Et je tombe sur une pub Axonode. Donc vous êtes en pleine campagne de pub. Ouais. C'est quelque chose que vous venez de lancer? Alors, on a fait de la publicité. Encore une fois, on a plein de, on cherche plein d'axes de communication, d'axes d'acquisition, voilà. Et il se trouve qu'effectivement, la pub télé, c'est quelque chose qu'on lance là depuis assez peu. On a sponsorisé, enfin, on a fait de la publicité pendant le top 14, pendant la Ligue 1, donc aussi de la publicité télé. Et là, effectivement, sur Qui veut être mon associé, on a fait une campagne de pub qui est plutôt sympa et et en fait, on s'adresse un peu enfin, notre pari en tout cas, c'est de s'adresser effectivement à des gens qui ont un peu cette appétence sur l'entrepreneuriat, sur ce genre de choses. Ça s'intéresse. C'est ça, c'est ça. Et donc J'avais également trouvé une pub Axonode sur YouTube. Ouais, t'as fait. Vous êtes partout. Ah bah c'est le but en effet. Ouais. En fait notre enjeu, c'est effectivement enfin, comment éduquer presque les gens au fait qu'ils ont besoin d'un outil. C'est-à-dire que, comme je te disais, quand tu te lances, t'as pas, enfin, t'as d'autres priorités en tête que d'avoir l'outil qui est parfait pour gérer ta boîte. Non, tu vas te concentrer sur ok, comment je fais pour trouver mes clients, comment je fais pour ça. Et nous, notre enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à dire aux gens, bah, regardez, avec un outil comme le nôtre, vous allez pouvoir, ça va vous aider, enfin, ça va vous enlever une partie du travail, et donc vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait effectivement beaucoup de pubs sur YouTube, à la télé maintenant. Donc c'est D'accord. Et pour revenir un peu sur toi, sur cette fin d'épisode, est-ce que ça a été dur de repasser de l'entrepreneuriat avec les deux studios à Axonode, même si Axonode était quand même libre, comme tu nous l'as dit? ouais. Alors ça n'a pas été trop dur parce que, bah, comme je te l'ai dit, il y a effectivement Lié avec les deux. enfin, déjà il y avait ce lien. Effectivement, j'ai retrouvé un peu le même esprit que j'avais dans mes entreprises précédentes. Donc en fait, j'ai eu cette continuité qui s'est faite de manière assez naturelle. Et après, en vrai, en tant que salarié, tu as quand même des soucis en moins. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, aujourd'hui, il est soumis à tout un tas de pressions. Et au final, il fait un filtre pour nous. Donc au final, enfin, en bossant ici, je trouve qu'on a tous les avantages de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on a cette créativité, cette envie d'explorer ça, sans avoir les soucis qui sont de côté, enfin les soucis entre guillemets, mais ce qui sont le côté gestion, le côté stress effectivement comment, enfin, en tout cas au début, comment est-ce qu'on va payer les salaires, comment est-ce qu'on va, ce genre de choses. Donc, alors, évidemment, encore une fois, en étant chez Axonote, on a cette enfin, il y a cette transparence qui fait que, évidemment, on est tous en train enfin, on est tous dans le même bateau et donc on a tous, au final, c'est malgré tout un peu comment dire, enfin, Cette envie de porter au mieux la boîte. c'est ça, c'est ça, ça. Mais malgré tout, enfin, pour nous, c'est quand même beaucoup plus tranquille que pour les Pour les collaborateurs. collaborateurs qui C'est sont. ça. D'accord. Et est-ce que tu penses, donc toi, t'es passé du salariat à l'entrepreneuriat au salariat, est-ce que tu penses que c'est plus dur de passer du salariat à l'entrepreneuriat ou l'inverse? Alors, j'aurais Déjà, tendance ça à dépend des personnes, bien j'imagine. sûr, ouais. Disons que je pense que quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, c'est plutôt que tu vas avoir une infinité de choses à apprendre. Quand tu passes de l'entrepreneuriat au salariat, c'est plutôt, je pense, que tu vas avoir une espèce de perte qui va être que tu vas plus forcément avoir la liberté que tu pouvais avoir et La vraie liberté. Encore, t'as réussi à bien faire ça et trouver c'est ça. de vraie liberté C'est ça, c'est ça. qui va. Mais je pense que enfin, la marche est plus haute de passer du salariat Ok. à l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, c'est passionnant. Voilà. Oui, on apprend tellement de choses, puis c'est C'est ça. surtout trouver, aller vers ce qu'on aime, quoi. Ouais. D'accord. Et donc,
quelque chose qui peut freiner quelqu'un qui démarre de zéro, quelqu'un qui vient de démarrer, c'est le manque de relations dans ce milieu. Est-ce que tu penses qu'il faut essayer de faire tous les rassemblements, par exemple les startup meetings comme tu as fait, etc., pour essayer de se créer des relations, ou est-ce que ça se construit d'elle-même, ces relations? Alors, je pense qu'il faut enfin, le faire minimum. C'est-à-dire, alors, moi, typiquement, si je reprends mon cas, si je l'avais pas fait de Startup Weekend, j'en serais pas là où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire? Je serais jamais passé par toutes ces phases-là. Euh, mais il faut faire attention à pas se disperser non plus. C'est-à-dire, c'est bien d'en faire, c'est bien de comprendre, enfin, d'aller à des événements comme ça, de faire son réseau, mais à un moment, il ne faut pas se faire bouffer par ça non plus. C'est-à-dire que si tous les soirs, tu es allé faire du réseau, mais que au final, ça t'apporte Je rien, travaille plus. voilà, c'est ça. Donc, alors, ça fait partie des choses qui sont compliquées, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu. Mais en tout cas, par contre, le fait d'aller voir ses clients, d'aller échanger avec eux, enfin, de comprendre leur réalité. Donc ça, c'est pas forcément juste des événements réseau, hein, c'est vraiment c'est devenir expert dans son domaine. Ça, par contre, c'est super important et à mon avis, effectivement, il faut communiquer avec ses clients. Alors après, ça prend plein de formes, hein. Ça peut être de faire des sondages, de les appeler, d'aller à des salons, enfin, tu vois, donc, mais devenir expert dans son domaine au contact de ses clients. Ça, pour moi, c'est super important. Est-ce que tu penses aussi que faire un travail de veille, rester informé sur son écosystème, sur son domaine d'expertise, être sur les réseaux en général, en fait, est-ce que tu penses que c'est important dans ce domaine? Ouais, bah ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant. Au final, enfin, si, comment dire, si t'arrives pas à être aligné avec dans ton domaine d'expertise, bah, tu vas être en décalage et du coup, tu auras plus le bon discours pour tes clients. Et au final, bah, il va y avoir une divergence et tu risques de perdre des clients ou de perdre des opportunités. Donc c'est important, mais pareil, enfin, comment dire, il faut aussi savoir raison garder entre guillemets et pas vouloir suivre absolument toutes les tendances. Alors je dis pas il faut tout, faut dire ça c'est nouveau donc j'y vais pas, mais il faut évaluer ce que ça implique à chaque fois et pas se jeter à corps perdu dans toutes la dernière tendance parce que c'est cool. Je vais te prendre un exemple. Si tu fais, je sais pas, si tu fais un logiciel pour les maisons de retraite, bah, tu vas pas t'amuser à faire de la com sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour rester pertinent. Voilà, il faut toujours évaluer ça. Après, si ça se trouve, si tu fais un logiciel pour les maisons de retraite, mais qui est pour le lien entre les jeunes et les vieux en maison de retraite, là, il faut peut-être le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend en fait de chaque projet, ça dépend de chaque domaine et ce genre de choses. Donc voilà, faut devenir expert dans son domaine pour savoir, pour pouvoir tester les bonnes choses. Et voilà. D'accord. Et si les auditeurs veulent te retrouver toi sur les réseaux, c'est plutôt Twitter, LinkedIn, Instagram peut-être? Moi, pour l'instant, c'est plutôt LinkedIn, effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça Ouais. qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est effectivement plus sur LinkedIn où je suis. J'essaye d'être un peu actif. Donc voilà. Non, c'est vrai que tu es quand même pas mal actif, tu fais pas mal de posts, tout ça. J'avais vu 3 posts en 3 jours. En plus, il y a quand même un peu d'autodérision dans tes posts. C'est le but, ouais. Ouais. Pour info, effectivement c'est un autre truc qu'on teste, tu vois. Comme je te disais qu'on cherchait des nouveaux moyens d'acquisition, ce genre de choses. Ben, on s'est dit, on va tester le personal branding sur LinkedIn. Et donc on est plusieurs de la boîte à essayer de développer ça. Et donc c'est pareil, c'est une expérience. Enfin, j'ai encore plein de choses à apprendre sur le sujet, mais Non, c'est c'est vachement déjà intéressant. pas mal réussi, moi ça m'a fait sourire. Ah, bah, c'est bien. Il y a aussi les fondateurs qui s'y risquent ou pas? Pour l'instant, eux, ils sont un peu plus casaniers sur le sujet, Ok. donc ils ont pas trop envie de le faire, mais à terme, on va réussir à les tirer pour ça. Ok. Bon, et pour parler un peu d'Axonote, bon, c'est pas un placement de produit, mais est-ce que tu conseillerais quand même à quelqu'un qui vient de créer sa boîte Axonote en tant que logiciel, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose de pertinent au tout début d'une boîte? Alors, bon, À déjà, terme, il faut adopter Axonote, mais voilà, c'est ça, ouais, je sais. évidemment. Non, mais alors, quand on lance sa boîte, effectivement, on va être extrêmement sollicité de toutes parts, et c'est compliqué de faire les bons choix. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même bien d'avoir un logiciel pour se structurer un minimum, parce qu'au final, ça permet de gagner du temps, enfin, de gagner la tranquillité d'esprit en fait. C'est-à-dire si au début tu te perds dans tes papiers, dans tes machins, dans des trucs, au final tu perds du temps. Donc
se poser un minimum avec un logiciel, enfin un outil qui permet de faire ça, c'est important. En plus, comme je l'ai dit, il va y avoir il y a des lois qui sont en train de passer sur la facturation électronique, donc ce sera à terme, d'ici 2-3 ans, totalement obligatoire, pour un logiciel comme le nôtre. Donc oui, j'aurais tendance à dire, c'est important. Après, Axonote ou un autre, hein, il n'y a pas de, on n'a pas de, il y a pas de souci. Le principal, c'est de trouver un outil qui convienne à son cas d'usage. Voilà. D'accord. Et avec le code Rémi, vous avez moins de 10%. Ah, Non, malheureusement, non. Mais non, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on le, c'est ça qu'on dans le le, qu'on le personal développe. branding, je C'est pense, ça. un truc, ouais. Bon, et pour finir, est-ce que tu aurais une ressource à nous conseiller en plus d'Axonote que tu aurais aimé partager à quelqu'un qui se lance? Un livre, une chaîne YouTube, quelque chose en Ouais. général. Bah, on en avait un peu discuté, mais on l'a déjà pas mal abordé. Mais c'est vrai que bah, enfin, moi j'aurais tendance à dire quand même tout ce qui est Startup Weekend, tout ce qui est ce genre d'événement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très cool pour découvrir un peu les rouages de l'entrepreneuriat et voir si on peut être attiré par le sujet. Alors après, c'est pas, enfin, il faut y aller en étant très ouvert et en se disant, j'ai pas une attente qui est demain je lance ma boîte, mais c'est plutôt j'y vais, je découvre, je vois, peut-être que je fais du réseau, peut-être que je vais découvrir des idées qui m'intéressent. Faut pas y aller avec un objectif précis qui est je change ma vie demain, mais ça permet d'avoir un premier aperçu un peu de ce que ça peut être et de voir si ça nous convient. Après, c'est très orienté startup, donc comme son nom l'indique. Donc il y a plein d'autres business pour lesquels ce ne sera pas pertinent, mais ça permet, je pense, d'ouvrir quand même son esprit à des concepts des concepts de rentabilité, de marge, de choses comme ça qui font partie de business model, qui font partie un peu de ce qu'on apprend, alors, de ce qu'on apprend par la pratique en faisant ce week-end-là. Et donc ça permet voilà, de s'ouvrir un peu sur ces sujets-là et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et une première approche, peut-être commencer à créer du réseau. Bon, C'est ça. bah, ça va faire un certain moment qu'on enregistre. On va pouvoir couper cet épisode. Merci beaucoup Rémi pour ton temps. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis je te souhaite bon courage dans cette aventure entrepreneuriale, puisque c'est ça Merci. également. Donc tu as de belles choses à faire, donc c'est très cool. Salut. Allez. Vous venez de finir cet épisode, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je vous invite à commenter, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, liker et vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée.